Je voudrais introduire le sujet avant d'aller purement dans la technologie, sur la question de la liberté d'expression, qui est une des libertés fondamentales. Et comme disait George Orwell, la véritable liberté, c'est de pouvoir dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Je suis bien placé pour le savoir. Et c'est tout de même extraordinaire de constater que les débats se passent ailleurs que certains pourraient penser. Donc, certains pensent que les débats se passent dans les médias ou se passent dans l'université. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a peu. Et en fait, on se rend compte qu'il se passe ailleurs. Et les frères Tibériade à Lavaux avaient déjà, dès le départ, excusez-moi le jeu de mots, péché en invitant des individus considérés comme complotistes, qui n'est qu'un terme utilisé par le pouvoir pour nous empêcher de penser, de débattre et d'accepter la contradiction. Donc ils avaient commencé avec, je pense, Pascal Sacré, médecin anesthésiste réanimateur voué aux hégémonies par le pouvoir, tout simplement pour avoir respecté le serment d'Hippocrate. Martin Stephens, philosophe, qui a fustigé masque, passe sanitaire et confinement. Samuel Fourfary, qui considère les changements climatiques tels que le présente le gouvernement comme une supercherie, ou encore moi, le journaliste impertinent qui ose venir perturber la connivence journaliste et politique en conférence de presse, journaliste révérencieux qui appelle, dont le ministre les appelle par leur prénom, démontrant par là même que ces conférences ne sont que du spectacle, comme aurait dit Debord. Donc justement, première question, Rémi, on pourrait trouver paradoxal que c'est ici, chez les religieux, qu'on peut débattre et que le dogme, en fin de compte, on en parlait avec Cyril avant, la manière dont ils définissent le dogme en religion, le dogme est ailleurs. Merci Alexandre. Peut-être juste quelques mots d'introduction pour vous dire à la fois mon bonheur et puis ma gratitude aussi d'être parmi vous aujourd'hui. Lorsqu'on m'a proposé ce projet d'intervention, je l'ai tout de suite accepté, admiratif du travail de la communauté, de ce qui a été fait et de ce qui continue à être fait pendant ces journées Laudato Si. Et donc je tiens vraiment à remercier tous ceux qui, de près ou de moins près, ont contribué à organiser cet événement. Et puis vous tous qui y participez, qui en êtes les visages, et aussi des motifs, je crois, d'espérance pour l'avenir, parce qu'on vit dans un monde qui n'est pas complètement joyeux, n'est-ce pas? C'est peut-être ce qui nous réunit, mais justement, cette difficulté nous réunit, et cette réunion d'âmes, avec leur parcours divers, leurs prismes parfois différents, et je crois vraiment porteuse d'espoir pour la suite. Et donc je suis très très heureux de me trouver parmi vous et très reconnaissant de votre invitation. Sur le principe d'un échange au sein d'une communauté religieuse, presque de façon clandestine, on pourrait dire, de prime abord ça surprend. En même temps, je pense aussi à Robert de Sorbon, qui était ce théologien du XIIIe siècle, qui, le premier, pour permettre aux étudiants en théologie de pratiquer leur savoir, de l'acquérir surtout, avait décidé de créer cette université de la Sorbonne, qui a essaimé ensuite un petit peu partout en Europe. Et donc, la foi avait été une sorte d'aiguillon à la liberté d'expression et à la liberté de penser, système qui s'est maintenu pendant des siècles en Europe, mais qui se perd aujourd'hui. Et je suis aussi vraiment très honoré de ce dialogue avec toi, Alexandre, parce que je sais tout le travail que mène Kairos en Belgique et qui, sois-en convaincu, diffuse bien au-delà des frontières belges et qui maintient justement ces espaces de liberté d'expression. Et effectivement, aujourd'hui, dans presque tous les champs de la vie, des politiques de santé, aux politiques environnementales, ou même au débat public le plus banal, le plus terre à terre,
les vérités simples sont devenues d'âpres combats. Et on s'est retrouvés, nous tous, j'imagine, plus ou moins dans des situations de défendre ce qui, il y a 20 ans, aurait paru non seulement normal, mais en réalité extrêmement prosaïque, voire tautologique, à être considérés tantôt comme des fous, tantôt comme des militants extrémistes, tantôt comme des individus sur le chemin de l'hôpital psychiatrique, alors que le monde qui nous entoure ressemble, lui, à bien des égards, de plus en plus, à un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Je pense qu'on a connu des ruptures intellectuelles, des ruptures amicales, des ruptures professionnelles aussi, à l'occasion de ces dernières années. Peut-être qu'il faut accepter, pour sa tranquillité personnelle, d'être dans un monde qui, pour des raisons que chacun expliquera en fonction de sa philosophie, de ses croyances, est un monde radicalement inversé. Et où ni l'espace médiatique, ni l'espace supposément démocratique ne permettent plus aujourd'hui non seulement d'exprimer une contradiction véritable, mais tout simplement même de penser. Or, la liberté, et singulièrement la liberté de penser, est, je crois, au fondement, justement, je rappelais cette petite histoire avec Robert de Sorbon, de notre singularité et de l'exceptionnalisme occidental, même si je suis pas complètement, j'aime pas complètement ce concept d'Occident, mais et donc c'est quelque chose sur lequel on est en train de revenir. Il n'empêche, il y a une force intrinsèque à la liberté, il y a une force intrinsèque aussi à la vérité. On dit parfois que le mensonge prend l'ascenseur, mais que la vérité prend l'escalier. Et je vois que sur beaucoup de sujets, on commence aujourd'hui à revenir sur les dogmes qui ont été assénés pendant des années et des années dans l'espace médiatique. Je suis en ce moment en train de lire l'ouvrage absolument passionnant d'ailleurs d'Emmanuel Todd sur la défaite de l'Occident, où il évoque beaucoup la question du conflit Russie-Ukraine. Et puis on voit cet Emmanuel Todd qui lui-même était mis au banc du débat public, alors qu'il est infiniment plus brillant et supérieur comme intellectuel à la plupart des intellectuels de plateau télé. Et on voit cet Emmanuel Todd réapparaître dans les grands médias et asséner avec sa force coutumière quelques vérités douloureuses, et puis ses interlocuteurs finalement bouche bée de ce retour en fait du réel qui frappe à nouveau à la porte. Donc il est sûr que le temps rendra justice d'une certaine façon à ceux qui défendirent les faits contre la croyance, mais que de temps perdu dans l'intervalle et de vie parfois disparue, de vie brisée, de vie envolée. Donc effectivement, on vit dans un monde très sombre. Peut-être terminer cette réponse beaucoup trop longue par vous dire que c'est une chance d'une certaine façon. Nous ne sommes pas seuls, l'Occident n'est pas seul, et le moment que nous traversons, je crois, suscite la sidération comme grande partie de la planète, parce que la planète attend de nous, et je m'en suis rendu compte effectivement dans des voyages ou à l'occasion d'études à l'étranger. On se demande souvent ce que pense la France, ce que pense... et aujourd'hui, on se rend compte avec stupéfaction que la France ou la Belgique ne pensent pour l'essentiel plus rien, en tout cas plus de façon officielle. Et donc, il ne faut pas oublier non plus que par-delà nos frontières immédiates, il y a aussi ces réservoirs de vérité, ces réservoirs de liberté intellectuelle, et que nul n'est prophète en son pays. Je crois que notre devoir, Victor Hugo disait « Sauvons la liberté sauvera le reste », c'est justement de sauver cette liberté, et c'est un peu ce qu'on est en train de faire aussi ce matin. Il faut dire que Emmanuel Todd a une vertu, c'est celle du courage, qu'on ne retrouve plus beaucoup, puisqu'il avait déjà écrit en 2015, je pense, un livre où il critiquait vivement le spectacle autour de Charlie,
Nous-mêmes, en avril, on avait fait un dossier qu'on avait appelé « Nous ne sommes pas tous Charlie », donc juste après les attentats. Il fustige aussi le wokisme, donc il ose penser. Et donc c'est vrai qu'il a ce trait qui est le courage d'un homme révolté. Mais tu t'es attaqué à gros puisque tu as retraduit Théodore Kaczynski, que j'aimerais bien que tu nous expliques pourquoi tu as décidé de réintroduire dans le débat public ce personnage hors norme. J'aimerais bien que tu nous le présentes. Et voilà, qu'est-ce qui est à la genèse de cette volonté de retraduire Théodore Kaczynski, qui a écrit La société industrielle et son avenir, un livre essentiel pour penser le présent. Merci. Théodore Kaczynski est un terroriste, et je vais évacuer tout de suite la question que beaucoup se poseront, et un philosophe. Il est très connu comme terroriste, il a fait l'objet de diverses séries sur Netflix, par exemple, beaucoup moins comme philosophe. Et en retraduisant son texte, c'est le philosophe, c'est les idées du philosophe que j'ai voulu mettre en avant, des idées qui avaient été justement très longtemps reléguées au second plan, du fait de sa carrière, entre guillemets, d'activiste, assez ratée d'ailleurs, il faut le dire. Alors pourquoi Kaczynski ? Pour resituer quand même un petit peu, donc Kaczynski donc, fait l'objet de la plus longue et de la plus coûteuse traque. 20 ans ? 20 ans, c'est ça, de la part des autorités fédérales américaines. Il est étudiant en mathématiques, doctorant en mathématiques. Il reçoit en 1967 le prix de la meilleure thèse des États-Unis en mathématiques. C'est vous dire la carrière à laquelle il était promis dans le monde officiel, d'une certaine façon. Et puis il décide de tout abandonner pour aller vivre dans le Montana, dans une cabane, sans eau ni électricité. Ceux qui situent un peu le Montana aux États-Unis savent qu'il y fait très très froid. Et pendant 20 ans, il va adresser des colis piégés à des personnalités universitaires qui l'accusent de défendre la société industrielle. En 1995, il exerce un chantage contre la presse, considérant que ses idées méritent d'être largement diffusées. Il envoie ce manifeste, ce texte, au New York Times et au Washington Post, promettant de cesser son activité criminelle si le manifeste est publié. Ça nécessite un peu de réflexion du côté des rédactions et sans doute de l'appareil d'État américain. On lui donne satisfaction, on tire... 880 000, je pense. C'est ça, 180 000 exemplaires de son texte, qui est donc diffusé à travers l'Amérique. Et c'est son frère qui va reconnaître et les obsessions son style. Et le style de Théodore, le dénoncer à la police. Il sera arrêté. Et il se trouve que moi j'ai découvert ce texte qui est absolument prophétique. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus après, parce qu'il donne le principe un peu actif et explicatif du monde moderne. J'ai découvert ce texte en avril 2023, c'est-à-dire très très tardivement, après d'ailleurs avoir écrit La chute de Prométhée, qui s'intéressait déjà à la question technicienne. J'ai été absolument bluffé, parce que j'ai compris que la logique qu'il avait exhumée permettait de rendre compte de la quasi-totalité des phénomènes contemporains, y compris des phénomènes qui semblent a priori éloignés de la logique de la société industrielle. Et je me suis dit, il va falloir proposer une nouvelle traduction. Il y en avait déjà qui avait été réalisée au début des années 2000, mais c'était resté assez confidentiel. Enfin, c'est pas, il n'y a rien de minorant dans ma bouche de le dire. Je me suis dit, il faut remettre ce texte-là dans le débat public. Mais c'était un projet un petit peu comme ça, si vous voulez. J'avais d'autres projets en tête. Et un jour, sur un autre ouvrage, je fais une séance de dédicace avec mon éditeur. Et puis avant, on va déjeuner à Paris. Et autour d'une bière, je lui dis
y a ce type, là, Kaczynski, bon, c'est un peu sulfureux, il n'est pas vraiment réputé au sein du monde mainstream, comme on dit, mais le texte est génial et c'est vraiment dommage de ne pas le remettre au goût du jour, et ce serait peut-être pas mal qu'on fasse une réédition du texte. Donc bon, c'est un éditeur courageux, mais quand même pas suicidaire, et donc il se dit... il réfléchit 1 minute. Oui, il est quand même très courageux et peut-être un peu suicidaire. Et il me dit, écoute, pourquoi pas, il avait lu le texte il y a des années, il me dit, pourquoi pas, faisons ça. Mais je vais quand même bien y réfléchir et je te redis ça. Il repart chez lui le soir à Nancy et il m'envoie un message à 20h38, je me rappelle, il y a des choses qui restent. Il m'envoie un message à 20h38 en me disant Banco, hein, on réédite La Société industrielle et son avenir, j'ai vérifié, les droits d'auteur sont disponibles, parce qu'il était militant, donc il avait laissé son livre libre de droit. Là, tu dis merde, pas de vacances, quoi. Et donc, je me dis, non, je me dis, bon, je choisirai le moment de travailler dessus. Et 2 minutes après, 20h40, il me renvoie un message Théodore Kaczynski vient de mourir. Et donc, on venait d'apprendre à la minute où il me donnait son accord, le décès de Kaczynski. Il semblerait qu'il se soit suicidé dans sa cellule. Il s'est effectivement suicidé, il était atteint d'un cancer généralisé. Il s'est ouvert les veines en phase terminale dans une prison de Caroline du Nord. Et donc, ce qui était une idée et un projet un peu lointain, l'été arrivait en plus, donc autant vous dire que je n'avais pas prévu de le gâcher à relire et retraduire et présenter un texte. L'été venant, ce qui apparaissait comme une opportunité s'est transformé en devoir et en sacerdoce, je dois dire, puisque cette retraduction est le fruit de quasiment 400 heures de travail. Théodore Kaczynski était un grand philosophe, mais un piètre écrivain, et donc il a fallu rendre digeste son texte, évidemment sans en traduire, traduire le texte sans le trahir plutôt, sans en trahir l'essence. Et donc on l'a proposé à la réédition, il est sorti en octobre, et je suis assez étonné de l'écho qu'il rencontre en dépit de la quasi-totale absence de couverture médiatique. Pour les raisons que vous imaginez, quasi-totale absence, hormis quelques courageux. Et ça signifie bien qu'en fait les gens ont l'intuition qu'il y a quelque chose de fondamental dans cet ouvrage-là. Donc voilà un peu la genèse de la réédition de La Société industrielle et son avenir. Alors je rappelle que Assange est depuis plus de 10 ans en prison. Nous ne sommes, pour moi, nous ne sommes pas dans une société démocratique, et ce seul fait l'exprime bien. C'est-à-dire que Assange n'a rien fait à part dire la vérité. Donc j'aimerais bien qu'on puisse penser à ce concept de vérité qui, selon moi, ne se construit que par le débat. Hein. Il n'y a pas de vérité avec un grand V nécessairement. Et de la penser par rapport à de nouveau ce paradoxe de Théodore Kaczynski qui, pour pouvoir s'exprimer, a dû commettre des attentats. Alors, son surnom lui a été donné par le FBI, Una Bomber, notamment parce qu'il s'attaquait aux universités, UN, et à l'aéronautique. Et donc, je ne veux pas rester sur cet aspect, mais je voudrais quand même le citer, ce qu'il disait, et que tu réagisses à ça. Il disait de manière glaçante dans son manifeste de 1995, les médias d'information sont généralement entre les mains d'importants consortiums qui sont partie intégrante du système. Si nous n'avions jamais commis d'acte de violence et que nous ayons soumis le présent texte à un éditeur, celui-ci l'aurait probablement refusé. Il a tout à fait raison. Afin de présenter notre message avec quelque chance de produire une impression durable sur le public, nous avons dû tuer des gens. Oui, c'est d'ailleurs la seule référence dans le texte qu'il fait à son action criminelle. Il avait tenté, au départ, dans les années 70, puisqu'il publie, il écrit, il publie un premier texte en 1971, qui s'appelle Technologie et Liberté. Et il avait tenté de réunir autour de ce qu'il avait appelé le Freedom Club, avec lesquels d'ailleurs il a signé la plupart de ses attaques terroristes, de réunir autour de lui des sympathisants
en fait, de la cause technocritique. Ce qui a échoué sans doute pour différentes raisons, dont toutes ne sont pas imputables à la volonté du système de ne pas médiatiser ses idées, mais il a compris en fait qu'il ne serait pas diffusé parce qu'il touchait au cœur du problème. Et vous voyez, il a été influencé par exemple par quelqu'un comme Jacques Ellul. Jacques Ellul, oui. Et je vous raconte une anecdote. Ça faisait des années que je n'avais pas été à Sciences Po. Alors Jacques Ellul, qui était un philosophe protestant, français, spécialiste de la question technique, qui explique d'ailleurs, et ça fait le lien aussi avec l'endroit dans lequel on se trouve, que la modernité a consacré un transfert du sacré vers la technique, et vraiment un philosophe absolument essentiel pour comprendre aussi le monde dans lequel nous vivons. Et donc l'autre jour, je me promenais à Paris, boulevard Saint-Germain, et je passe devant la librairie de Sciences Po, ce que je n'avais pas fréquenté depuis 10 ans, et je cherchais un ouvrage de Jacques Ellul. Alors je me dis, bon, on va regarder s'il... J'entre, donc il y avait tous les ouvrages, woke, de déconstruction, tout ce qu'on peut imaginer. Je vais voir la libraire, je lui demande si elle a du Jacques Ellul, qui est quand même, chez ceux qui ont fait un peu de philosophie, une figure connue, oui. Incapable de mener la recherche puisqu'elle ne savait même pas orthographier son nom. Donc je lui donne l'orthographe du nom de Jacques Ellul, évidemment, dans la librairie de Sciences Po, qui est quand même censée être l'Institut national français des sciences politiques. Il n'y avait aucun ouvrage de Jacques Ellul. Par contre, alors, si vous cherchiez du Enthoven ou des conneries comme ça, là, on était absolument bourré. Et alors je sors de la librairie et il y avait une petite affichette. Cette librairie a été construite grâce au soutien financier d'un milliardaire que je peux nommer, qui s'appelle Marc Ladrette de La Charrière, et qui est un homme très discret, mais qui a fait un petit peu les médias, puisque son fils a été pris dans une affaire de pédocriminalité. Il se trouve qu'il a été sauvé médiatiquement par une certaine Mimi Marchand, que vous connaissez peut-être. Donc là, je me suis dit, en fait, tout est dit. Tout est dit sur le monde actuel. Et donc Kaczynski l'avait sans doute pressenti, il pressentait que par les voies traditionnelles, il serait compliqué de faire connaître ses idées, tout simplement parce que la plupart des responsables politiques aujourd'hui, c'est vrai en Belgique, c'est vrai en France, c'est vrai dans le reste du monde occidental, tentent de ménager les causes de la société industrielle sans jamais s'en prendre aux conséquences. En gros, ce que nous dit Kaczynski, pour quand même résumer la thèse en quelques points, il nous dit premièrement que la seule réalité humaine depuis la révolution industrielle est la réalité technologique. C'est-à-dire que la technologie précède la politique. Au fond, les forces politiques n'ont aucun impact sur la vie des hommes. Ce qui impacte la vie des hommes, c'est l'état technologique d'une société. Il nous dit que la technologie est fondamentalement incompatible avec la liberté humaine. Bernanos rappelait que la société des machines est elle-même une machine. Kaczynski pourrait compléter, dans cette machine, l'homme fait figure de rouage, et pour qu'un rouage serve dans la machine, il doit être parfaitement ajusté. S'il y a du jeu, tout s'enraye. Et donc la liberté humaine fait office de variable d'ajustement à la société industrielle, qui va tenter de contrôler l'homme par la manipulation biologique, les psychotropes. La France est l'un des plus grands consommateurs de psychotropes du monde. Mon ami Laurent Ozon a récemment publié une étude démontrant que près de la moitié d'entre nous sommes d'une façon directe ou indirecte sous l'influence quasiment quotidienne de psychotropes. Tu rappelles aussi que la consommation de cocaïne depuis le Covid a doublé en France. Je le cite effectivement. Sur ce sujet-là, effectivement, petite parenthèse, donc on observe une explosion des drogues, de la consommation de drogue, depuis le Covid.
Donc il y a deux façons, à mon sens, de comprendre ce phénomène. Soit on le prend d'un point de vue strictement sécuritaire et de lutte contre la criminalité, qui est sans doute tout à fait nécessaire, c'est pas le sujet. Soit on se demande quelle est la fonction en fait de la drogue dans la société moderne. Et ce que répond Kaczynski, il utilise les psychotropes, mais ça s'applique aussi aux drogues, c'est qu'en fait la drogue permet à l'homme de supporter les conditions intenables que crée la société industrielle pour lui et de répondre aux exigences qu'elle a à son endroit. Et typiquement sur la question de la cocaïne, dont effectivement au moins les saisies ont été multipliées par 2 depuis depuis le Covid, et comme le travail des douanes n'a pas été multiplié par 2 sur le sujet, on peut déduire sans être un très grand statisticien que c'est les exports en fait, et donc la demande qui a été multipliée par 2. C'est un moyen en fait de rester dans le coup face à un monde qui exige de nous toujours plus de performance, toujours plus de réactivité, d'être dans cette sorte de mouvement permanent. À l'inverse, on peut penser à d'autres types de drogues qui, elles, ralentissent, qui permettent de faire baisser la pression dans une époque de complète ébullition sociale, et l'actualité le montre bien. Et quand on consomme des tranquillisants, quelle qu'en soit la nature, on n'est pas occupé à faire la révolution. Donc Kaczynski nous dit il y a plusieurs moyens pour la société industrielle de manipuler l'homme et de le rendre conforme à ses besoins à elle. La manipulation biologique, la manipulation psychologique, à travers la propagande de masse, qui naît vraiment en fait avec la Première Guerre mondiale, on pourra en reparler. Dans cette manipulation psychologique, il parle beaucoup du système éducatif, notamment. Une petite parenthèse, on vient de trouver chez la ministre de l'Éducation belge 50 paxons de cocaïne chez un de ses cabinettards qui n'est autre que le fils de l'ancienne ministre, je ne sais plus si c'est encore ministre, Fadila Lanan, qui on a trouvé 50 paxons au cabinet même de la ministre de l'Enseignement. Oui, il se trouve que j'ai traité cette actualité, la porte vie liberté, hier, ça m'a fait beaucoup rire. Et justement, je disais que la France n'est pas le seul pays concerné par le sujet. À mon avis, si on fouillait les cabinets ministériels ou qu'on menait des analyses capillaires sur nos ministres, et peut-être même sur le président, on serait surpris par les résultats. Mais c'est une petite parenthèse personnelle. La manipulation psychologique et enfin la manipulation génétique. La manipulation génétique, tout simplement par des thérapies qui permettront de plus en plus, alors là il était vraiment dans une vision prospective, mais pour le coup les 3 dernières années nous ont peut-être aussi mené vraiment sur ce chemin, à nouveau d'adapter l'homme aux besoins de la société industrielle, et avec des arguments très puissants, au fond. Puisqu'évidemment, on ne présentera pas la manipulation génétique comme un moyen simplement de vous faire dormir moins la nuit, ou on vous dira que c'est pour votre santé, que c'est pour votre sécurité aussi. Et ces portes d'entrée-là, ou pour la planète, sont extrêmement utilisées aujourd'hui, et elles sont extrêmement puissantes. C'est l'exemple que je prends toujours quand j'interviens sur ces sujets. Si demain, M. Musk propose, et on y est, grâce à ces neuroprothèses Neuralink, d'augmenter les capacités cognitives des enfants, et que vous mettez vos enfants dans une classe où certains élèves sont augmentés et d'autres ne le sont pas, il va quand même y avoir une tentation extrêmement forte qui va fragiliser toutes les barrières morales, éthiques, religieuses qu'on peut avoir, parce que la réalité, c'est que si les autres enfants sont augmentés et que le vôtre ne l'est pas, eh bien, non seulement il sera dernier de sa classe et il fera pas les études qu'il aura rêvé de faire, il fera pas le métier qu'il aurait voulu faire, mais en plus, il est promis à la marginalité, à l'isolement social, etc. Et donc, en fait, la technologie a aussi ceci de particulier, qu'elle crée des précédents, et des précédents qui sont en bonne part irréversibles. Et donc, Kaczynski nous dit ça, il nous dit la société industrielle adapte le comportement humain par la manipulation biologique, la manipulation psychologique
et la manipulation génétique, y compris dans son intérêt propre, puisque la société industrielle crée des conditions invivables pour l'homme, par exemple le changement permanent qui est fondamentalement décorrélé en fait de la temporalité humaine la plus spontanée. Par exemple, cette absence, il utilise un concept central dans son texte qui est le processus de puissance, c'est-à-dire l'impossibilité, depuis la révolution industrielle, qu'a l'homme de déterminer les conditions immédiates de son existence, pour deux raisons. Kaczynski nous dit, pardon, la chose suivante, désolé, c'est un peu brouillon, mais il nous dit, donc la liberté, enfin la société industrielle confisque la liberté de l'homme. Qu'est-ce que la liberté pour Théodore Kaczynski ? C'est la possibilité de se donner des objectifs, de consentir à un effort raisonnable pour atteindre ses objectifs et d'atteindre ses objectifs. Le chasseur-cueilleur, selon Kaczynski, est libre, puisqu'il a besoin de trouver de la nourriture pour sa famille. Il part donc en chasse le matin, il cueille, il chasse, il ramène le gibier, les fruits, les légumes à sa famille. Il est donc libre, il est donc autonome, d'une certaine façon, comme on le dirait aujourd'hui. Pourquoi la société industrielle détruit cette autonomie ? Pour deux raisons, dit Kaczynski. D'une part, parce que dans la société industrielle, les besoins vitaux de l'homme sont satisfaits sans effort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez ne pas travailler, par exemple, et c'est pas du tout une critique, hein, d'ailleurs, il n'y a pas de jugement là, de valeur dans ma bouche, mais continuer grâce à des allocations, grâce bientôt au salaire universel, dont vous avez bien compris qu'il est voulu justement par les tenants de la société industrielle, réunir des ressources qui vous permettront de survivre, en tout cas biologiquement. Je n'ai pas dit de vivre, j'ai dit vraiment de survivre biologiquement, ce qui n'était pas forcément possible en dehors de l'aide, par exemple, de l'Église, il y a 300 ou 400 ans. Mais pour tout le reste, dans votre vie, en fait, vous ne décidez de rien, puisque ce qui affecte votre quotidien, c'est la logique donc, de la société industrielle, qui est elle-même déterminée par des gens que vous ne connaissez pas et sur lesquels vous n'avez aucune influence. Et effectivement, Alexandre, tu le disais, la démocratie aujourd'hui est une fiction. Elle est une fiction pour des raisons de court, moyen terme, mais fondamentalement, parce que comme l'expliquait Kaczynski, la technique, la technologie a pris le pouvoir sur la politique. Et c'est vrai que dans nos milieux, on critique beaucoup l'action des gouvernements, etc. Moi, j'ai eu la chance d'un milieu extrêmement populaire. J'ai eu la chance à un moment de fréquenter des gens qui sont aujourd'hui plutôt dans des positions de pouvoir, puis de réagir par rapport à ça et d'être dans l'opposition. Je pense, au risque de surprendre, voire de choquer certains d'entre vous, je pense que la plupart de nos dirigeants ne sont pas animés de quelconque projet maléfique à notre endroit. Je pense que même la plupart sont convaincus de bien faire ou s'efforcent de bien faire. Mais ils agissent dans un cadre qui les contrôle et que eux ne contrôlent pas, qui est un cadre qui possède son propre effet d'entraînement et avec une adaptation constante de leur part. Ils ne dirigent plus rien. Enfin, je vous rappelle quand même, je ne veux pas revenir trop longtemps sur la période du Covid, mais si vous prenez les débuts du processus dit de vaccination, il y a une interview d'Emmanuel Macron chez un journaliste indépendant qui s'appelle Rémi Buzyn, un journaliste français, au tout début de l'année 2021. Emmanuel Macron dit « Nous ne savons rien de ces produits ». Il faut vraiment retrouver cette interview. Elle est disponible partout. Nous ne savons rien de ces produits. C'est une technologie nouvelle qui ne saurait être confondue avec les vaccins traditionnels éprouvés qu'on rend obligatoires après 50 années de mise sur le marché. Et il est évidemment hors de question dans ce contexte d'imposer quoi que ce soit à quiconque. 6 mois après, il avait son discours délirant. Au tout début du conflit en Ukraine,
vous avez bien compris, j'étais pas un macroniste, hein, mais juste pour vous expliquer que la logique en fait dépasse les hommes. Au tout début du conflit en Ukraine, Emmanuel Macron, rappelez-vous, a été très critiqué parce qu'il avait entretenu le dialogue avec Vladimir Poutine, il s'était même rendu à Moscou, bon, il a été humilié, mais enfin, il a tenté de faire quelque chose, et puis finalement, aujourd'hui, on fabrique tous les canons, on se dépouille de nos canons César pour le régime de Zelensky. Donc vous voyez bien qu'au-delà de la volonté des hommes, de leur personnalité, et même de l'idéologie qu'ils portent, il y a aujourd'hui une logique qui se confond entièrement avec le monde occidental et partiellement avec le reste du monde, et qui oriente en fait l'ensemble des choix politiques. Et ça, c'est ce que décrit Kaczynski. Et pour lui, cette logique préside à toutes les autres. C'est aussi un exemple que j'aime bien prendre, mais on a eu des débats récents, et encore une fois, il ne s'agit pas de juger sur le fond, quoi qu'on en pense, mais en France, sur la question de la guerre civile, de se demander si un jour, il y aurait un conflit de nature ethnique, interethnique, en France. Certains, sur l'échiquier politique, le pensent, mais Kaczynski lui répond qu'à nouveau, là, c'est traité la conséquence et pas le problème. Ce que nous dit Kaczynski, ce qui répondrait à ça aujourd'hui, il nous dirait « La société industrielle a besoin de s'attacher à la loyauté exclusive des individus. Pour ce faire, elle brise les communautés spontanées, notamment les nations, créant les conditions d'un grand mélange, d'un grand tout multiculturel, lui-même provoquant des frictions, ce que certains appellent le choc des civilisations, et pour parer à ce problème-là, elle va à nouveau revenir à ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire utiliser la liberté humaine comme variable d'ajustement, et plutôt que de rétablir des frontières aux États-nations, elle va déplacer la frontière à l'intérieur, des portiques de sécurité à l'entrée des lycées, des caméras de surveillance dans le métro, etc., etc., etc. Et donc, je pense aujourd'hui que la plupart en fait, des phénomènes contemporains sont contenus dans cette affaire du progrès de la société industrielle. Je termine juste pour, comme ça, je règle entre guillemets cette histoire de Kaczynski. Kaczynski nous dit la technologie entretient un rapport univoque avec l'espèce humaine, c'est-à-dire que le monde avance toujours vers plus de technologisation. Il est impossible, on pourra peut-être revenir dessus, de faire le tri entre les bons aspects de la technologie et les mauvais aspects de la technologie, parce que les bons aspects de la technologie fonctionnent en partie grâce aux mauvais aspects de la technologie, et donc soit on accepte tout, soit on refuse tout. L'avenir de l'homme, dans tout ça, nous dit Kaczynski, il y a deux possibilités. Soit les conditions de vie auront été rendues suffisamment insupportables et la société industrielle n'aura pas encore eu le temps de manipuler suffisamment l'homme pour qu'il s'y adapte, et donc il y aura une révolution de nature à faire s'effondrer le système industriel qui est lui-même aux prises avec un certain nombre de contradictions, etc. Soit ce sera la domestication totale. Et Kaczynski n'exclut pas que l'homme, dans le cadre de cette domestication totale, soit un homme heureux, puisque je vous le rappelle, il peut être adapté par le biais de la manipulation génétique à des choses qui aujourd'hui nous sembleraient invivables. Mais nous dit-il, en tout cas, il ne sera pas libre. C'est pour ça qu'à nouveau, je pense que le combat qu'on a mené, c'est un combat pour la liberté de l'homme. Justement, de nouveau, paradoxalement, le sujet se croit plus libre que jamais, puisqu'il peut décider, par exemple, de changer de sexe quand il veut. Et maintenant, on peut aller dans une administration belge et changer de genre quand on veut, plusieurs fois. Je suis aussi psy et je discutais avec une thérapeute hier dans une rencontre de psychologues qui, quand j'ai évoqué le sujet LGBTQ+, et la nécessité de mettre des limites, ce qui est le propre de la société, donc les limites que ne respecte pas la société industrielle, et qui est aussi le propre du travail thérapeutique, de mettre des limites au sujet pensant, elle a été outrée. Je lui ai conseillé quelques lectures, notamment que je vous conseille, d'Annie Robert Dufour, Le phénomène trans, qui pour moi est le meilleur livre sur le sujet, ou des documentaires comme Enfant trans, parlons-en, ou What's a Woman, qui est un documentaire excellent aussi, où un individu va demander à des gens de divers milieux qu'est-ce qu'une femme.
C'est assez étonnant quand à New York, il est dans une rue et que 3 jeunes filles de 16 ans n'arrivent pas à lui répondre. Posez-vous la question. Donc, et donc, cette personne à qui je parlais, cette thérapeute, est partie en disant « je n'ai pas de temps à perdre avec vous ». Je voudrais justement qu'on parle de cette question transhumaniste, parce que pour moi, l'idéologie LGBTQ+, est aussi une idéologie transhumaniste, que tu puisses la mettre en lien avec l'intelligence artificielle après dans la suite de ta réponse. Et puis la question des limites, et puis le fait que Kaczynski avait déjà prédit cette attaque sur ce qui était normalement le dernier bastion contre la société industrielle, c'est-à-dire nos corps. Alors effectivement, il y a un paradoxe apparent, parce que on décrit là une société liberticide, etc. Et en même temps, on peut se dire, on n'a jamais été aussi libre. En France, on peut même maintenant changer de nom de famille, de patronyme. On peut changer de sexe, ou même, quand on n'en change pas suite à une opération, on ne change jamais de sexe. Parce qu'il faut changer de sexe, il faut changer de chromosome. Donc, mais en tout cas, on peut faire croire qu'on change de sexe. Ça, c'est transphobe. Hein. Mais on peut toujours penser qu'on en change. Mais en tout cas, on peut même se décréter aujourd'hui, homme ou femme, sans... Il y a des phénomènes de l'art qui sont assez drôles. Avant, enfin bon, là c'est vraiment une parenthèse, mais bon, on est samedi, on a aussi le droit de rire un peu. Avant, quand une personne changeait d'identité sexuelle, il y avait quand même un effort de recherche, etc. Et aujourd'hui, on se retrouve dans des situations avec des mecs qui vont se mettre une perruque blonde, ils disent c'est bon, ça y est, le truc est fait. J'ai changé. Donc c'est vraiment, là on est vraiment dans l'ordre de l'incantation, ce qui pose une question, et je pense qu'à mon avis elle est centrale aussi dans l'époque contemporaine du rapport au monde réel. En tout cas, il y a une sorte de paradoxe apparent. On pourrait se dire que nous n'avons jamais, d'une certaine façon, été aussi libres de s'autodéterminer. Kaczynski répond à la chose suivante, il dit « Sur tous les sujets importants, en réalité, de la réalité humaine, nous n'avons aucune liberté, et puis surtout ce qui est accessoire, la société industrielle peut sembler extrêmement permissive. C'est-à-dire qu'au fond, que vous soyez un homme ou une femme, et encore ce que je vais dire n'est pas vrai. J'allais dire que vous soyez un homme ou une femme, vous restez par exemple un consommateur ou un travailleur. Et en fait c'est pas vrai, puisqu'aujourd'hui on sait que les femmes, il n'y a aucun jugement de valeur là-dedans, mais il y a une transformation du marketing qui est plus importante chez les femmes que chez les hommes, et que ça pousse aussi la société industrielle à féminiser les comportements, tout simplement parce que ça étend son marché. Mais donc vous voyez qu'en fait tous ces aspects-là, par exemple de la soi-disant liberté sexuelle, ce sont des aspects centraux peut-être pour l'intime, mais insignifiant pour nos vies au sens politique. Et à l'époque, on parlait du pain et des jeux. Aujourd'hui, on pourrait remplacer ça par les mots qui me viennent en tête sont pas très... Donc, mais vous avez compris l'idée, c'est-à-dire que au fond, on vous réduit en esclavage, mais pour détendre un petit peu l'atmosphère, il va y avoir cette omniprésence, par exemple, de la question sexuelle ou de la question identitaire. Et puisqu'on vous prive de votre identité profonde, qui est celle d'un être humain avec sa capacité à réfléchir sur lui-même, à réfléchir sur sa vie, à influer sur le cours des événements, à la fois qui le concernent directement, mais aussi au sens politique, on va vous offrir d'une certaine façon des libertés de consolation qui sont en réalité des aliénations. Je ne veux pas rentrer trop dans ce débat, parce que peut-être pas tous d'accord, mais quand on a un rapport déréglé au réel au point de décréter juste comme ça un jour... Moi j'ai connu un jour, je parlais récemment, je faisais une conférence à Strasbourg, et je parlais avec une professeure d'université, et elle me disait, j'ai des problèmes parce que j'ai des élèves qui sont gender fluides. C'est-à-dire que en fonction des jours, ils sont filles ou garçons. Et donc, elle me parlait de l'exemple d'un de ses étudiants
qui avait choisi, qui s'appelait Mathis initialement, et les jours où il se sentait fille, c'était Mathilde. Et elle me disait, en fait, c'est devenu intenable dans les classes, parce qu'on se voit le lundi, c'est Mathis, on se revoit le jeudi, je dis Mathis, et ça crée un scandale, parce que ce jour-là, en fait, c'est Mathilde. Vous voyez ? Et donc là, quoi qu'on pense des questions, la sexualité, etc., vous voyez bien qu'en fait, ce qui est présenté comme une liberté n'est pas une liberté, c'est une aliénation. Ça va plus loin, puisque aux États-Unis, dans certains États et dans l'enseignement, il est interdit, des amis m'ont dit récemment, aux États-Unis, d'utiliser masculin-féminin, ou homme et femme, sinon sous peine d'être viré pour le prof. Et puis il y a aussi le xénogenre. Ça c'est beaucoup plus loin. Donc. C'est-à-dire je me prends pour un renard, et on me met une gamelle en classe. Et ce n'est pas une blague. Donc What is a Woman, si vous allez voir, on l'a mis sur le site de Kairos. Il y a un sujet qui est interrogé, qui au fait, c'est des pathologies mentales, hein, il faut les reconnaître, qui est interrogé et qui se prend pour un loup, un renard, je ne sais plus. Donc, ça va encore plus loin, un loup. Hein. Oui, puis avec ce que ça suppose après de contrepartie, par exemple, vis-à-vis de la collectivité, puisque alors peut-être que quand on s'identifie à un chat, bon, si la seule revendication c'est d'avoir les croquettes tous les jours, à la limite ça va, vous voyez. Mais il y a par exemple des personnes qui s'identifient à des personnes en situation de handicap. Oui, tout à fait. Et qui réclament l'allocation adulte handicapé, non mais c'est vrai, qui réclament l'allocation adulte handicapé, ou qui s'identifient à, c'est le cas aux États-Unis, des personnes qui s'identifient aux natifs américains, aux Indiens d'Amérique, qui aujourd'hui disposent de certains droits particuliers du fait de l'histoire américaine et de ce que le gouvernement a fini par concéder aux Indiens d'Amérique, et qui réclament de pouvoir bénéficier de ces droits. C'est l'exemple idéal typique, mais qui n'est pas un fait divers, c'est devenu un fait de société tant ça arrive, du violeur, c'est toujours aux États-Unis ou en Angleterre, du violeur de femmes qui se présente au tribunal comme ayant fait une transition de genre et qui est enfermé dans une prison pour femmes. Et je vous assure, allez voir sur Internet, c'est pas du folklore, c'est devenu un phénomène commun. Et dans les établissements pénitentiaires américains, on commence à sérieusement réfléchir à la question du traitement de ce type de prisonniers, parce qu'évidemment, ça pose un problème de sécurité, ça pose... Dans le sport. Dans le sport, avec les athlètes hommes aux résultats médiocres, qui décident du jour au lendemain de concourir dans la catégorie femmes et qui deviennent champions du monde. Donc, vous voyez, ça crée en plus d'autres problèmes. Donc, tout ça... Et ça pose la question de la liberté, justement. Comment ? Et ça pose justement la question de la liberté. Exactement. Et en fait, de sa définition, justement, la liberté, alors là, très clairement, ça ne rentre pas dans le cadre de la définition de Kaczynski, mais moi, tout ça m'apparaît plutôt comme une forme d'aliénation et comme étant en fait tout le contraire de la liberté. Et donc le caractère un peu libertaire de la société moderne finissante n'est pas en contradiction avec l'idée que nous vivons dans un monde liberticide, bien au contraire. Bien au contraire. Il y a une explosion, on voit bien aussi des pathologies mentales, et du trouble commun, puisque les repères se sont tous effondrés, ils ont été dissous par la logique de la société industrielle, qu'il s'agisse de repères religieux. Beaucoup, Emmanuel Todd, dans son ouvrage, rend compte de l'effondrement du protestantisme comme le symptôme premier de l'effondrement de la société américaine. Je me permets modestement, donc je ne suis pas à l'origine de ces idées, de répondre à Emmanuel Todd en disant... Qu'est-ce qui effondre le protestantisme ? Qu'est-ce qui provoque la Révolution française ? C'est bien le début d'industrialisation avec les revendications des bourgeois, des marchands, le besoin de décloisonner les territoires, de moderniser un certain nombre d'infrastructures, etc. C'est tout ça qui précipite aussi
la Révolution française et l'effondrement du protestantisme aux États-Unis. Donc je pense qu'avant même la question religieuse, en réalité, il y a la question technique, avec à nouveau, pour reprendre le mot de Jacques Ellul, ce transfert du sacré vers la technique. Oui, c'est important aussi, peut-être dire un mot, le religieux, et Kaczynski le dit, le religieux n'a pas disparu du tout dans les sociétés modernes qui font croire qu'ils l'ont chassé pour être dans une société tout à fait libre. C'est faux, le sacré a juste été transféré sur la technique. Alors là, je réponds comme si j'étais Emmanuel Todd, mais sans avoir d'avis moi-même tranché sur le sujet. C'est très bien, on va bientôt l'interviewer. C'est vrai, c'est super. Emmanuel Todd définit donc 3 stades dans la croyance religieuse. La croyance immémorielle, d'une certaine façon. La croyance zombie, c'est-à-dire des restes de croyances, mais par exemple, on n'assiste plus à la messe le dimanche. En revanche, les enfants continuent à être baptisés, on continue à se marier à l'église, etc. Et donc cette religion zombie a tendance à provoquer des dogmes de substitution, par exemple le communisme ou le nationalisme. Et le XXe siècle, plein de ces 2 grandes idéologies, et le siècle de la religion zombie, déjà zombifiée en réalité par la société industrielle. Et enfin, il distingue un stade de la religion zéro, qui pour lui, là, est la manifestation du nihilisme contemporain. Il insiste beaucoup sur ce concept de nihilisme. Et par exemple, pour prouver le passage du niveau zombie au niveau zéro, il utilise l'augmentation des crémations. On en parlait juste avant de commencer l'échange. Je vous cite des chiffres approximatifs, mais des ordres de grandeur sont bons. À la fin du 19e siècle, il y a 0,03% de crémations en France. Dans les années 20, il y a 2 ou 3%. Dans les années 80, il y a 12 ou 13%. Et en 2021, on était à 79%. Et donc, on peut penser ce qu'on veut de la crémation, je veux dire, en dehors de toute considération religieuse ou autre, mais c'est un fait anthropologique. Pas simplement dans un effet de mode, ou là, on a le rite funéraire, et certains anthropologues expliquent que c'est les rites funéraires qui marquent le début de la singularisation humaine. Qui ont été interdits pendant la période Covid. Qui ont été interdits d'ailleurs pendant la période de Covid, ce qui crée, et ça c'est un autre sujet dans le sujet, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la période Covid qui ont créé des traumatismes qui vont produire des effets comportementaux dans 10, 20, 30 ans, notamment sur les enfants, mais c'est un autre sujet. Et donc là, on a quand même un marqueur anthropologique fort, où en l'espace de moins d'un siècle, le rite funéraire principal du monde occidental a radicalement changé. Et donc ça signe aussi le bouleversement et peut-être la fin de la société, en tout cas à laquelle on était attaché. Justement, par rapport au transhumanisme, à l'intelligence artificielle, on voit maintenant que ChatGPT fait les devoirs à l'école à la place des enfants. Va remplacer les journalistes, dire pas nous, mais certains journalistes. Il y a des bonnes nouvelles quand même. Oui. Alors, quel lien tu fais, parce qu'on avait parlé avant, tu estimes que on les amalgame souvent, mais que l'une se pose en réaction à l'autre. Alors effectivement, moi je suis ni spécialiste de l'un ni spécialiste de l'autre, mais comme citoyen, j'ai essayé de m'intéresser un petit peu à ces questions. Et je me suis rendu compte, parce qu'on m'interrogeait souvent sur Elon Musk. On me demandait souvent des interviews sur Elon Musk, etc. Et moi, j'ai toujours été très sceptique sur Elon Musk, parce qu'il y a tout l'aspect qui nous va plutôt de libération de la parole, d'anti-wokisme, d'anti-covidisme, etc. Mais c'est quand même celui qui est sur le point aujourd'hui de dénaturer l'espèce humaine par ses prothèses, ses neuroprothèses, les prothèses cérébrales Neuralink. Et
il a été un lanceur d'alerte assez précoce sur la question de l'intelligence artificielle, en expliquant qu'elle allait provoquer l'effondrement de l'humanité et qu'il était nécessaire d'imposer une réglementation mondiale, globale, sur le sujet, etc. Et j'avais du mal, en fait, à comprendre l'articulation entre sa position transhumaniste et sa position anti-intelligence artificielle. Et puis j'ai lu l'ouvrage de quelqu'un qui... C'est enregistré, hein? Ouais, mais on pourra faire des coupures. Ah, on peut faire des coupures. de quelqu'un que je semble obsédé, parce qu'il m'écrit tous les jours pour me demander de l'appeler, qui était l'un de vos concitoyens, Laurent Alexandre, sur la guerre des intelligences à l'ère de ChatGPT. Oui, typiquement Laurent Alexandre, ça je pense que ce sera pas mal de le couper, parce qu'il m'en voudra. Mais typiquement Laurent Alexandre, on a beaucoup discuté parce qu'il est il veut vraiment me convaincre, etc. et tout. Et donc on a vraiment pas mal échangé. Et vous voyez, typiquement, j'ai fait 3 débats contre lui, où franchement je l'ai pas épargné. Mais typiquement Laurent Alexandre, aussi détestable puisse-t-il paraître, typiquement je pense que c'est quelqu'un de sincère. Mais je pense que c'est typiquement quelqu'un qui est persuadé d'agir pour le bien de l'humanité. Il n'y a pas d'intérêt... Enfin, il est déjà richissime, il s'en fout en fait, il n'est plus à 2 millions près. Je crois qu'on a vraiment affaire à quelqu'un de sincère et quelqu'un qui est un idéologue, en fait. Et c'est d'autant plus dangereux d'une certaine façon. Comme on dit en Belgique, on a l'impression qu'il n'a pas toutes les frites dans le même paquet, toujours aussi. Exactement. Non mais complètement. Non, mais on est d'accord. Voilà. Et cette semaine encore, il dit appelle-moi, faut qu'on discute. Et je trouve toujours un truc, je dis ouais, t'inquiète pas, je t'appelle, mais là c'est pas possible. Typiquement quelqu'un de sincère. Mais en tout cas, j'ai lu son ouvrage, La guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT, qui a le mérite en fait de poser un certain nombre de termes du débat. Et je me suis rendu compte, dans cet ouvrage-là, qu'il était encore plus inquiet par rapport à l'intelligence artificielle que les gens comme moi. Citant notamment Sam Altman, qui est le patron d'OpenAI, qui a donc créé ChatGPT, Sam Altman, qui s'est répandu dans le monde entier pour expliquer qu'il était en train de détruire l'humanité, il l'a fait, hein, en suppliant les dirigeants de faire quelque chose contre ses propres productions. Et à nouveau, vous voyez que la logique industrielle dépasse en fait la simple logique humaine. C'est-à-dire que Sam Altman, le PDG d'OpenAI, dit ceci texto, hein, c'est rappelé dans le livre de Laurent Alexandre, l'intelligence artificielle va provoquer la mort de l'humanité, mais d'ici là, elle aura favorisé des choses formidables. Et il a organisé une tournée mondiale pour alerter sur les dangers de ChatGPT, dont il est quand même l'auteur, et sur lesquels il continue à travailler, et notamment sur une version quasiment d'intelligence artificielle intégrale, ChatGPT 5. Bon. Et donc, à nouveau, vous voyez, les acteurs sont dépassés par la logique dans laquelle ils sont pris, parce que Altman répondra, bah oui, mais de toute façon, si c'est pas moi qui le fais, quelqu'un d'autre le fera, et il le fera de façon moins éthique, etc., etc. Pourquoi je reviens sur l'ouvrage de Laurent Alexandre? Donc, Laurent Alexandre est particulièrement inquiet, comme Sam Altman d'ailleurs, de l'impact de l'intelligence artificielle. Prenez quelqu'un qui n'est pas non plus l'un de nos amis, a priori, Yuval Noah Harari, qui explique même que l'intelligence artificielle est tellement dangereuse qu'elle est capable de créer un nouveau dogme religieux, c'est-à-dire qu'elle aura trouvé vraiment tout ce qui fonctionne dans le cerveau humain, inventé une croyance et réuni autour de cette croyance une part non négligeable de la population humaine, et pourtant, ces gens-là sont des transhumanistes. Et en fait, ils sont transhumanistes justement parce qu'ils ont peur de l'intelligence artificielle. Et qu'ils considèrent, en tout cas c'est leur justification, et je pense à nouveau que Laurent Alexandre est un homme sincère, même s'il est un peu dérangé, que ces gens considèrent en fait que comme l'intelligence artificielle va nous écraser, le seul moyen pour l'être humain de rester dans le coup, c'est d'être lui-même couplé à l'intelligence artificielle. Et au fond, tout en se revendiquant d'une forme d'optimisme pro-progrès, en réalité, ce sont des fatalistes.
Puisque pour eux, la partie est déjà perdue d'avance, et donc le seul moyen de continuer à vivre à peu près normalement pendant 30 ou 40 ans, le temps qu'on soit complètement et définitivement dépassé, c'est d'hybrider l'homme avec la machine. Et donc, il y a une dialectique d'opposition, en réalité, chez beaucoup d'oligarques, entre l'intelligence artificielle et le transhumanisme, ce qui ne veut pas dire qu'on doit choisir entre l'un et l'autre. À mon avis, il faut les jeter tous les deux à la poubelle. Peut-être qu'on abordera la question de savoir comment, mais il y a ce distinguo-là, et il me semble que c'est important en fait de le souligner, parce qu'on a un combat à mener, et que pour mener ce combat, il faut comprendre la logique, en réalité, de l'adversaire. Oui, justement, il y a aussi dans cette faculté de l'homme à toujours vouloir dépasser les limites, à être un transhumain, à s'augmenter, justement le fait qu'il l'est. Il est réduit à n'être qu'un être mortel, qui n'a pas toutes les facultés, qui fait qu'en fin de compte, il veut se prendre pour un dieu. D'où la question, justement... N'oublie pas ce que tu veux dire, tu n'oublieras pas, hein, parce que je vois que tu réagis. Parce que je réponds toujours au début des questions, et puis après je... D'où la question du réel. Par exemple, Dany Robert Dufour disait que il y a une inversion entre l'être et le parler. En fait, l'être humain n'est jamais dans le réel, puisque c'est pour ça que les antispécistes se trompent, parce que l'être humain n'est jamais dans le réel, parce qu'entre le réel et nous, il y a les mots. Nous pensons par les mots, nous vivons par les mots. Et l'être humain a transformé le je suis, donc je dis, en je dis, donc je suis. Je dis que je suis une femme, alors je le suis. Alors, et donc, ils ne peuvent pas se réduire à ce qui nous détermine, c'est-à-dire quelque chose au-delà de nous-mêmes. Oui, pardon, parce que je n'avais pas traité une partie de ta question précédente. Sur l'hubris. Sur l'homme-dieu, l'homo deus, pour parler comme Yuval Noah Harari. L'occasion de parler de Prométhée aussi. Voilà, je pense qu'il y a, et à nouveau, la technique le crée, elle n'en est pas la conséquence, elle le crée. La technique, en fait, modifie la doctrine du salut. C'est-à-dire que la doctrine du salut dans le monde chrétien, c'est le salut, alors je ne vais pas me lancer dans les explications théologique, parce que je pense que je me planterai lourdement, mais c'est le salut de l'homme par Dieu, à travers Dieu et à travers la foi. La technique renverse la perspective, puisqu'elle promet le salut non pas au ciel, mais ici-bas, à l'homme, non pas grâce à Dieu, mais par ses propres moyens. Et quels sont ces moyens ? Le moyen technique. Et il y avait ce moine dans les années, je ne sais plus combien, mais il y a très très longtemps, qui s'appelait Pélage, et qui justement avait voulu, il avait été vite arrêté par l'Église, renverser la doctrine du salut en expliquant que le salut pouvait se faire par l'homme lui-même ici-bas. C'est exactement ce que propose le transhumanisme. Et en ça, il a quelque chose de très séduisant, puisque dès lors que l'homme perd sa valeur sacrée, donc vous voyez toute la mécanique, il y a la technique, ça bouscule la religion, les croyances associées à la religion, le caractère sacré de la vie humaine, et à ce moment-là, dès lors que le caractère sacré de la vie humaine n'est plus reconnu, comment continuer à trouver de la valeur à ses propres yeux, si ce n'est en devenant autre chose que ce que l'on est, qu'il s'agisse effectivement de la transidentité ou de la transhumanité. Et effectivement, c'est ce que tu disais, et je partage complètement. Pour moi, la question de la transidentité et de la transhumanité sont en réalité les mêmes questions, c'est-à-dire que l'homme, pour conserver de la valeur à ses yeux et aux yeux du groupe, doit devenir autre chose que ce qu'il est. Or, effectivement, j'avais écrit ce modeste travail, La chute de Prométhée. On connaît tous la sanction réservée par la vie, Dieu, la providence, appelez-le comme vous voulez, à l'hubris et à l'hubris prométhéenne, c'est-à-dire à cette idée d'une émancipation totale par rapport au Dieu au moyen de la technique. C'est Prométhée enchaîné au Caucase, son foie dévoré par un aigle. Et je crois que c'est exactement, en fait, le moment que nous vivons. Puisque
c'est un moment d'une émancipation illusoire, je peux décréter d'être ceci ou d'être cela, mais d'une émancipation en réalité malheureuse. Et alors pour cette question-là, premier après je la traiterai dans l'ordre, il y a un très grand tort de la société moderne, donc de la société industrielle, c'est qu'elle part de l'individu en pensant que la somme des individus forme des groupes. Or, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que c'est le groupe qui fabrique l'individu. Pourquoi ? Parce que l'homme devient homme par la médiation de l'autre. Vous voyez, un bébé girafe, quand il naît fini. Au bout de quelques heures, le girafon, quelques jours, mais au bout de quelques jours, le girafon marche de lui-même. Au bout de quelques mois, le girafon devient autonome dans la capacité à se nourrir, etc. L'être humain n'est pas fini. C'est la néotonie, je pense, dont on parle Denis Robert Dufour. Exactement. Qu'il n'est pas fini. Nous ne sommes pas finis. Nous devons passer par l'autre. Et il y a eu d'ailleurs cette obsession un peu au XVIIIe siècle. Vous savez, le mythe du bon sauvage de Rousseau. Et on cherchait le bon sauvage. Et pour voir ce que c'était qu'un homme qui avait été livré à lui-même et qui n'était pas passé par l'autre pour se développer, savoir qu'est-ce que ça donnait empiriquement. Et on l'a trouvé en la personne d'un jeune garçon qui s'appelait Victor, qu'on a nommé Victor, Victor de l'Aveyron, qui était un jeune qui a été trouvé dans les bois il y avait une dizaine d'années, je crois, et qui s'était élevé plus ou moins tout seul auprès de loups, et qui a servi en fait de cas d'étude et de démenti complet à Rousseau, parce que l'homme, quand il se retrouve tout seul sans la médiation extérieure, il est un loup, d'une certaine façon. Pour l'homme, il n'y a pas la moindre liberté, pas la moindre conscience humaine, et effectivement, sans l'acquisition du langage et de cette médiation par l'autre, on ne peut pas se réaliser soi-même, y compris d'ailleurs si c'est pour devenir autre chose. C'est pour ça que l'éducation est à ce point essentiel, puisque au fond, on incorpore des savoirs que l'on peut contester par la suite. Mais enfin, sans les avoir incorporés, il est impossible de les contester. Donc l'éducation passe toujours par l'autre, et donc par le langage. Et dans le cadre d'une crise du langage, je pense que c'était le sens de ta question, on revient en fait vers une forme de nouvelle barbarie ou de nouvel état d'enfance de l'humanité. D'ailleurs, quand on parle du progrès actuel, on voit bien que le champ d'acception de cette notion est extrêmement restreint, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un progrès technique, mais à bien des égards, nous retournons vers une forme d'archaïsme sur beaucoup de sujets que je n'aborderai pas là, mais pensez par exemple à un certain nombre d'évolutions sur la marchandisation du corps, vous voyez, qui nous renvoie au temps des esclaves romains. Si on s'interroge sur la notion de progrès en tant que tel et au sens large, le monde dans lequel nous vivons n'est pas un monde de progrès. C'est un monde d'une régression. Sur certains aspects, on est retourné 1000 ans en arrière, vous voyez. Donc, nous sommes confrontés à une crise du langage qui a été tout simplement favorisée par la société industrielle. Pensez aussi aux travaux de Régis Debray. Régis Debray dit que l'humanité passe par 3 stades. Elle passe par la logosphère, c'est-à-dire la transmission des savoirs, mais plus largement la culture au sens large, par l'oralité. C'est la réunion autour du foyer, d'ailleurs, d'où l'expression du foyer familial, avec une transmission par les anciens, par le prêtre. Puis il y a la gravosphère, c'est le temps, à partir du XVe siècle, de l'écrit et d'une généralisation de la transmission culturelle par l'écrit. Et enfin, la vidéosphère, le langage, qu'il soit oral ou écrit, perd son pouvoir au profit de l'image. Et donc vous voyez bien qu'on est là et qu'évidemment tout ça est soutenu par le progrès, pour le coup, purement technologique.
Je me rappelle d'avoir suivi les cours il y a quelques années de Gilles Kepel, le spécialiste de l'islam, qui datait la résurgence du terrorisme islamiste mondial de 2005. Pourquoi ? Parce que 2005, nous disait-il, il était obsédé par ça. À l'époque, je ne le comprenais pas, aujourd'hui, je le comprends. Il nous dit parce que 2005, c'est la création de YouTube. Et qu'en fait, ça a été un catalyseur culturel, politique, pour le pire aussi d'ailleurs, pour le meilleur. Et d'ailleurs, je pense que nous tous, on passe beaucoup de temps sur YouTube. Donc on est dans le cadre d'une crise de langage. La particularité quand même des images par rapport aux mots, que ce soit des mots écrits ou des mots dits, c'est que justement il n'y a pas cet intermédiaire. C'est-à-dire que quand vous lisez un livre ou que vous écoutez quelqu'un parler, vous pouvez vous dire ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord, etc. Avoir une sorte de réflexion interne tout en agissant. Or l'image condamne à la passivité pure et à la réception sans filtre. Et tout à l'heure je parlais des traumatismes créés par la société contemporaine. Il a été démontré par des études de psychologues, etc., que de voir un événement traumatisant, c'est presque comme de le vivre. Par exemple, les personnes qui ont regardé les attentats du 11 septembre en direct à la télévision ont les mêmes symptômes que celles qui étaient en bas des tours. Donc ça démontre la force de l'image, justement parce qu'il n'y a pas de médiation, mais donc il n'y a pas de prise de recul, et donc il y a une emprise totale de l'image sur l'esprit, et il n'est pas hasardeux que la propagande, qui à nouveau apparaît au XXe siècle, donc est un phénomène relativement moderne, se soit à ce point industrialisé avec l'évolution des technologies, et notamment avec l'évolution des technologies de la communication. Moi, je me rappelle toujours de cette phrase de Bainville qui, dans son Histoire de France, nous dit « L'homme du XIe siècle aurait été extrêmement amusé d'observer l'homme du XXe qui, se croyant libre, allait être envoyé par millions faire la guerre pendant 5 ans. » Aujourd'hui, on ne questionne même plus parce que ça nous semble normal, et même on se dit le pacifisme c'est un traître à la patrie, etc. Enfin, il y a eu tout ça a été bien mené, mais le concept même d'envoyer des millions d'hommes faire la guerre, quelle que soit la cause d'ailleurs de cette guerre, aurait été inconcevable pour l'homme d'il y a 3 ou 4 siècles. Il y a 3 ou 4 siècles, celui qui faisait la guerre, c'est celui qui avait délibérément choisi de faire la guerre en s'engageant pour le royaume, etc. La mobilisation générale, ça paraissait... Mais parce que la liberté humaine signifiait encore quelque chose. D'où l'importance de comprendre aussi que les séries Netflix qui sont emprisées ne sont pas un moyen d'anticiper le monde dystopique, mais de s'y préparer. Quand on sait à qui appartient Netflix, il appartient même comme Disney et le reste. On va doucement terminer. Je voulais, justement pour terminer, te demander, on va terminer sur une note positive. On va pas tous aller on en parlait avant, se jeter dans les temps. Il y a un étang juste à côté. Mais il est gelé, donc... En partie seulement. Est-ce qu'il y a véritablement eu une émancipation ? On parle notamment là je vais peut-être attirer les foudres, mais de l'émancipation des femmes. Tu parlais dans d'autres interviews de l'émancipation des Afro-Américains. En fin de compte, si on lit David Graeber, que tu as dû lire, et je vous le conseille vivement, Bullshit Job, quand on sait que 70 à 80% des emplois n'ont pas de sens et qu'on essaie sans cesse d'y trouver du sens, on se rend compte qu'en fait la femme a quitté le foyer pour être aliénée elle était en partie aliénée évidemment dans le foyer, mais elle a rejoint le monde de l'aliénation suprême qui est celui du travail. Les Afro-Américains maintenant ont rejoint des postes de pouvoir et donc en fin de compte on fait la même chose que les autres. Donc est-ce qu'il y a eu véritablement une émancipation ? Et alors comment maintenant, s'il n'y en a pas eu, s'émanciper de la technique notamment, avec le pouvoir de ceux qui sont en face ? Je veux dire que moi, par exemple, j'ai des hauts et des bas, parfois, je me dis, à quoi bon ? Et toi, tu dis, nos adversaires ont déjà perdu. Donc tu as énormément d'espoir. Voilà. Il faut, sinon c'est les temps. Il faut. Sur l'émancipation, il y a un adoucissement incontestable
des conditions de vie grâce à la société industrielle. Et ça, d'ailleurs, je n'ai pas dit de la vie dans sa dimension plus large, mais des conditions de vie. L'espérance de vie a considérablement augmenté, les famines ont reculé, la maladie a reculé, mais il y a une contrepartie à ça. Et d'ailleurs, Kaczynski est très honnête, c'est la première phrase de l'ouvrage, hein. Il dit « La société industrielle a rallongé l'espérance de vie, mais elle a soumis l'homme à des conditions indignes. » Au prix de sa liberté. Au prix de sa liberté, en fait. Et c'est la fameuse fable, vous savez, de La Fontaine, du chien et du loup, où à la fin, le loup finit par s'enfuir, le loup rachitique s'enfuit devant le chien gras, parce que le chien lui dit, au fond, c'est juste un collier à avoir autour du cou, et puis chaque jour, tu obtiendras ta pitance, mais ça n'intéresse pas le loup. Et la réalité, c'est que nous avons aussi une vie qui est, et heureusement d'ailleurs, c'est très bien, mais relativement confortable, mais qui du coup rend d'autant plus invisible les chaînes qui nous maintiennent en réalité attachés à ce monde-là. Effectivement, la question de l'émancipation est très très ambivalente. Je ne reprends pas forcément ce point-là à mon compte, je vous le transmets juste. J'écoutais là récemment une interview de Feu Patrick Buisson, qui est donc le penseur français dit d'extrême droite, et qui est décédé il y a un mois. Et il parlait de la question donc, de l'émancipation des femmes. Et il démontrait que, évidemment, la femme du 19e siècle n'était pas libre de ses mouvements, de la gestion de son argent comme elle l'est aujourd'hui. Du reste, le statut de la femme d'ultra-dépendance par rapport à son mari est une forme de parenthèse, parce qu'on a toujours tendance un peu à confondre la femme du 19e siècle, du début de la société industrielle, qui se trouvait objectivement dans une situation d'extrême dépendance vis-à-vis de son mari, avec le temps jadis, puisque les femmes travaillaient. Les femmes travaillaient au champ, elles ont toujours travaillé en fait. Il y a travail moderne, je veux dire. Mais c'est le travail moderne, effectivement, qui au début de la modernité est une parenthèse avec la femme la question de la femme au foyer. Et en fait, il s'intéresse par exemple à la libération sexuelle, qu'on présente comme une libération pour nous tous, mais aussi évidemment pour la femme, et notamment avec les moyens de contraception. Et il souligne ce paradoxe, et encore une fois, moi je ne me prononce pas dessus, je ne dis pas que c'est mal, hein, pas du tout, mais il dit sur la contraception, ça a donné l'illusion d'une liberté féminine accrue. Or, la contraception, en ne posant plus comme contrepartie du rapport sexuel la potentialité de l'enfantement et donc de la responsabilité que ça engendre aussi chez l'homme, a transformé la femme en objet. Et donc la femme est beaucoup plus aliénée du fait de la contraception, c'est le point de vue de Patrick Buisson, chacun peut avoir un avis là-dessus, le mien n'est pas complètement tranché, mais la femme qui a recours à la contraception est en fait une femme aliénée, désacralisée par rapport au temps précédent. Sur la question des minorités ethniques, Kaczynski en parle aussi. Il dit que le rôle du progressiste, qui est l'agent en fait politique de la société industrielle, c'est de ramener les franges marginalisées par la société industrielle, les minorités ethniques, les minorités sexuelles, etc., dans sa logique. Et il utilise toujours cet exemple de transformer l'homme noir en chef d'entreprise, par exemple. Donc, en fait, tout en prétendant servir les intérêts des minorités, on se sert des minorités pour servir les intérêts de la société industrielle. Et donc, évidemment, on est tous attachés à notre bien-être économique, et moi le premier. Mais on peut constater une intégration économique de certains groupes et se dire qu'il s'agit d'une forme d'émancipation. On peut se dire aussi qu'ils rejoignent en fait le troupeau, la masse du troupeau. On peut voir les choses de deux façons différentes. Quand même, sur des motifs d'espoir. Bon, le premier, c'est que vous êtes là, et qu'on est là. Ce qui démontre bien que, en dépit de la volonté de faire taire les voix dissidentes,
d'empêcher les gens de penser, il y a des résistances qui se créent. Et peut-être singulièrement pendant les périodes du Covid, on a découvert des gens, si j'allais dire au-dessus de tout soupçon, qui nous ont émerveillés par leur compréhension, par leur capacité à tenir dans l'adversité, et qui sont surtout rentrés en contact à ce moment-là, qui sont rentrés en lien. Et ces liens n'ont pas donné de produits politiques au sens électoral du terme, mais il y a quand même déjà des premiers jalons qui ont été posés. Et regardez la question qui nous concerne en Belgique comme en France des élections européennes. On n'aborde pas du tout les élections européennes de 2024 dans le même état d'esprit qu'on aborde celles de 2019. Enfin, je vais faire une confession, mais il faudrait que j'aille m'en repentir tout à l'heure bien convenablement. Mais moi, en 2019, j'ai travaillé pour le candidat LR, François-Xavier Bellamy. Bon voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose qui... Je me dis, mais c'est pas possible d'avoir fait une erreur comme ça, d'avoir été aussi aveugle, d'avoir cru encore qu'il était possible de changer les choses dans le cadre, par exemple, de l'Union européenne. Donc, il y a une conscience quand même qui progresse. Du reste, et ça, Kaczynski l'évoque aussi dans son texte, la société industrielle ne manque pas de défis à relever, au premier rang desquels celui du contrôle du comportement humain. Et il n'est pas dit que les conditions dans lesquelles elle place l'homme ne le poussent pas, avant qu'elle ne soit capable justement de le modifier, de le changer, à une révolte de nature à faire s'effondrer le système. Il y a beaucoup d'autres sujets qui peuvent paraître un peu indirects, mais qui peuvent fragiliser aussi ce monde-là. On parlait tout à l'heure de ChatGPT. On promettait ChatGPT 5 pour octobre 2023. Il n'est toujours pas sorti. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de financement. Dans les années 90, un philosophe britannique donne une interview à la BBC dans laquelle il dit, en gros, je vous la fais simple et vulgaire, l'intelligence artificielle, c'est de la merde. Pendant 10 ans, il n'y a plus de financement pour l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle a perdu 10 ans, faute de financement, du fait de cette interview. Il y a aussi une autre réalité qui est en train de créer la société technologique, et ça, c'est un rapport, et on ne peut pas les accuser d'être de notre côté, n'est-ce pas, de la banque d'affaires Goldman Sachs de mars 2023 qui le rappelle. Pour la première fois dans l'histoire de la société industrielle, les emplois menacés par les innovations technologiques sont les emplois des CSP+, des catégories favorisées, celles qui maintiennent électoralement à flot ce bloc bourgeois qui est donc la traduction politique de la logique industrielle. Pour la première fois. Jusqu'ici, c'était les ouvriers, c'était les personnes sans diplôme, etc. Et parmi les jeunes cadres dynamiques, subsistait cette illusion d'être servis par le système. Eh bien, les 300 millions d'emplois qui sont menacés aujourd'hui par l'intelligence artificielle sont des emplois, effectivement, et c'est très bien, de journalistes, d'informaticiens, de mathématiciens, de codeurs informatiques. D'ailleurs, aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, ça va donner lieu à des conflictualités inédites. Parce que là, ce sera... Vous savez, quand il y a eu les gilets jaunes, en gros, on nous l'a fait, hein, c'est ce qu'on a dit. On a dit, c'était la France du travail, hein, mais on a dit, bon, en gros, c'est les perdants de la mondialisation, pauvres bêtes, quoi. Donc on donne un peu de foin et puis tout le monde rentre à l'étable. Là, ça va être plus compliqué de faire passer les révoltés pour des imbéciles. Ce qui n'est évidemment pas pendant les gilets jaunes. Hein. Je reprends là le discours qui a été tenu pour discréditer le mouvement et qui a d'ailleurs plutôt fonctionné. Ça suppose quand même, et j'en terminerai par là, nous-mêmes, de ne pas jouer le jeu de la société industrielle. Et l'une des limites qui a été identifiée au mouvement des Gilets jaunes, au-delà du fait qu'ils aient été tabassés et que du coup c'était devenu difficile pour eux de sortir manifester, chacun était venu avec ses revendications individuelles. Et vous savez, Margaret Thatcher, qui est quand même le symbole de cette société néolibérale industrielle, disait « There is no such thing as society ». La société n'existe pas. La société industrielle a détruit la société, transformant les nations
en peuplades Atomiser d'individus atomisés, etc. Et là, il y a ce mouvement des agriculteurs qui commence à parcourir l'Europe, l'Allemagne, la France, la Belgique peut-être. Je ne sais pas où ça en est parce que j'ai passé la nuit sur la route, mais j'espère bien quand même que les agriculteurs seront capables d'aller au-delà de leurs revendications personnelles et que si le gouvernement français, par exemple, la Commission européenne ou le gouvernement allemand donnait satisfaction sur tel ou tel point, ils ne rentreraient pas chez eux et c'est la fin de la partie. Parce que là, ça veut dire que c'est la fin de l'action collective et donc c'est la fin de tout espoir de changement, politique, à défaut d'autres solutions que je n'aborderai pas. Mais moi, je conserve quand même une forme d'espoir. Je pense qu'il y a aussi une réorganisation du monde dont nous allons servir de contre-exemple. C'est-à-dire que le monde aujourd'hui n'attend plus l'Occident et le monde voit bien ce que l'illusion de l'émancipation par les techniques, notamment le progressisme, etc., a généré chez nous. Le monde ne veut plus nous ressembler. C'est fini, ça. En Afrique, on ne veut plus nous ressembler. En Amérique du Sud, on ne veut plus nous ressembler. En Asie, on n'a plus envie de nous ressembler. Et il y a cette espèce de précédent extraordinaire qu'aura créé l'Occident dans sa chute, qui est, j'en suis vraiment convaincu, infiniment plus impressionnante que la chute de l'Empire romain ou la chute de l'URSS. Et donc, dans la tête des dirigeants du monde entier, on se dira toujours « D'accord, on veut du progrès technologique. D'accord, il faut du progressisme, etc. parce que l'embourgeoisement crée... » Mais rappelez-vous ce qui est arrivé aux Occidentaux. Et donc, peut-être qu'on va servir d'une certaine façon de victime un peu expiatoire aux fautes communes. Et il faut aussi accepter peut-être cette position de dire il faut aménager notre jardin. Il n'y a peut-être pas grand-chose à faire pour l'Occident aujourd'hui, mais entre rembobiner le soleil à son zénith et retrouver les splendeurs d'antan, ce qui me paraît complètement exclu pour des raisons qu'on a largement discutées ici, et devenir un hôpital psychiatrique à ciel ouvert, il y a peut-être un juste milieu à trouver, et je suis convaincu qu'à défaut de redevenir l'une des premières puissances mondiales, l'espace européen peut redevenir un espace respectable, où on a envie de faire grandir des enfants, et ça, c'est à nous tous d'y travailler. Je vous remercie. Juste pour terminer, je pense que l'espoir aussi dans la capacité de pouvoir discuter. J'étais mercredi place du Luxembourg pour rencontrer les agriculteurs et j'ai croisé Marion Maréchal Le Pen, qui ne veut plus qu'on l'appelle Le Pen, je pense d'ailleurs. Et il y a une illustratrice qui devait illustrer le prochain Kéros qui, ni une ni deux, nous a envoyé un message en disant « Je n'illustrerai pas le prochain Kéros » vu conférer l'entretien d'Alexandre avec Marion Maréchal Le Pen, l'interview. C'était pas une interview, c'était une interpellation. Sur quoi mon collègue secrétaire de rédaction lui a répondu que c'était d'abord pas très élégant en fin de bouclage de faire ça. Et puis il a dit « Mais est-ce que tu as regardé l'interview? Est-ce que tu as regardé l'interpellation ?» Il n'est pas du tout complaisant avec Marion Maréchal, puisque j'ai dit à Marion Maréchal Le Pen, je lui ai dit la PAC, la politique agricole commune, n'est quand même que le fruit d'un système capitaliste. Est-ce que tout d'un coup l'extrême droite deviendrait anticapitaliste? Sur quoi elle m'a répondu je ne comprends pas votre question, je ne me considère pas comme étant d'extrême droite. Et c'est vrai qu'on pourrait discuter de ce concept. Je dis soit de droite, alors elle ne m'a pas répondu. Et cette illustratrice intelligente est revenue sur ses propos. Elle a dit non, en fait, j'ai pas regardé l'interpellation. J'ai juste vu qu'il lui avait adressé la parole. Et donc voilà, tout ça pour dire, il faut pouvoir dépasser ses a priori. Personne n'est sorti de la salle, c'est exceptionnel. Donc je pense que quand on est soumis, parce que je suis sûr que tout le monde n'est pas d'accord avec tout ce qu'on a dit, heureusement, mais quand on est soumis à des contradictions, se créent des relais synaptiques dans notre tête qui fait qu'on devient plus intelligent. Donc merci de nous avoir écoutés et merci pour ce passionnant débat.